Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire cette petite vidéo pour pouvoir vous expliquer la dynamique donc, du marché immobilier brésilien. Donc le marché immobilier brésilien est un marché complètement à part entière. Donc en dehors, si je puis dire, donc, des règles qu'on peut connaître en Occident. Donc on verra, je vous expliquerai ça dans le détail. Donc en premier lieu, selon l'AFIR, donc l'AFIR c'est l'association des investisseurs immobiliers étrangers, donc l'AFIR considère que le marché immobilier brésilien est le plus intéressant au monde en raison donc, de sa valorisation future. Donc quand même, elle met bien la notification sur plus intéressant au monde. Donc le marché brésilien possède un énorme potentiel de croissance et malgré les crises politiques actuelles, hein, puisque bon, ben, ça, on ne peut pas le nier, le Brésil est en train de passer par une énorme crise qui a démarré donc, sur le plan politique, qui est, on va dire aujourd'hui, s'est propagée donc, ben, sur la finance et sur l'économie du pays. Bon, mais qui dit crise, qui dit aussi également opportunité. Donc, mais malgré donc, les crises, l'économie relativement stable du marché, donc l'économie relativement stable du Brésil favorisera donc le marché immobilier pour toutes les personnes qui sont prêtes à investir donc, sur le long terme. Voilà. Des facteurs clés de cette croissance, donc il est basé justement sur l'énorme déficit habitationnel du Brésil, à savoir aujourd'hui le Brésil a un déficit habitationnel de pratiquement 6 millions de personnes qui malheureusement bon, ben, ne possèdent pas leur propre toit. Et donc on sait qu'environ au Brésil, on a par an 250 000 divorces et 750 000 mariages. Donc on a un déficit donc généré de 6 millions de personnes, des mariages donc, de l'ordre de 750 000 par an, des divorces de l'ordre de 200 000 par an, et on a seulement approximativement 200 000 nouveaux lancements par an. Si on analyse cette corrélation de chiffres, on va s'apercevoir nettement que l'offre est nettement inférieure à la demande. De plus, si on va comparer ça avec un autre pays émergent, par exemple comme la Chine, en Chine, on a 110 fois plus donc, de lancements immobiliers qu'au Brésil. Bon, un petit détail, la population chinoise est seulement de 6,5 fois, voire 7 fois, donc elle est 6,7 fois, 7 fois plus grande seulement que celle du Brésil. Donc, d'une manière conjoncturelle, on va dire, le marché immobilier brésilien est beaucoup plus intéressant que le marché immobilier chinois. Donc, dans l'ensemble, une conjoncture macro relativement bonne. Cependant, donc, malgré cette conjoncture, donc, il y a une question qui est toujours posée donc, de la part des investisseurs, de la part des nouveaux acheteurs, c'est justement comment les prix vont continuer à se valoriser si donc, pendant la période donc, de 2007 à 2015, on a eu donc, des variations de plus de 30%, on arrivait à des fois à 30, voire plus de 30% par an. Donc oui, pendant cette période, c'est vrai, donc, il y a eu une très grosse valorisation donc, des prix donc, de l'immobilier. Ça, c'est un fait. Par contre, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que pendant plus de 30 ans, donc, les Brésiliens, donc, en gros des années 70 aux années 2000, les Brésiliens n'avaient pas accès au crédit. La majeure partie donc, des transactions, pour ne pas dire pratiquement 100% des transactions étaient réalisées en cash. Donc, ben, il n'y avait pas beaucoup de candidats acquéreurs. Pas beaucoup de candidats acquéreurs, ben, pas beaucoup d'acquisitions. Pas beaucoup d'acquisitions. Les prix donc stagnaient à la baisse. En gros, donc 2007 à 2015, ça a été donc une période de rattrapage hein, de ce retard accumulé. Donc, selon une étude réalisée donc, par le cabinet Ernst Young, la population brésilienne va atteindre environ donc, 234 millions d'habitants d'ici 2030. Le nombre de ménages va passer donc de 60 millions à 95 millions, donc ce qui nous fait environ une augmentation de 1,8 million par an. Donc, même avec une augmentation considérable de l'offre, il n'y aura pas suffisamment de logements pour pouvoir satisfaire donc, la demande.
En plus, au Brésil, pour la construction, donc il y a un énorme déficit en technologie, en main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est aussi une réalité de fait. Donc, la production reste limité. Donc, qui dit production limitée dit offre limitée, et donc qui dit offre limitée dit donc une tendance à la hausse pour les prix de l'immobilier au Brésil. Voilà. Comme maintenant, autre chose importante aussi concernant le marché, donc là c'est plutôt sur l'économie globale en fait brésilienne, pas seulement pour le marché immobilier. Il faut savoir que le Brésil, donc, c'est un grand pays donc, producteur de matières premières. Et donc, vu que le Brésil est un producteur de matières premières et que généralement notre monde économique est formé par deux grands, on va dire de grandes familles économiques, si je puis dire. Donc, vous avez d'un côté donc les pays industrialisés et de l'autre côté donc les pays producteurs de matières premières. Et donc, il faut, on va dire, toujours on va dire, observer cette corrélation entre ces deux économies. Pourquoi? Parce que il va y avoir des sites qui vont être favorables plus aux économies productrices de matières premières et des sites qui vont être favorables plus aux économies industrialisées. Donc, à chaque fois qu'on va investir au Brésil, il est fondamental justement d'avoir une bonne lecture donc, de ces cycles. Et généralement, ben, c'est quand les monnaies donc des pays développés, notamment le dollar et l'euro, sont super valorisés par rapport au réal. Donc ça veut dire que bon, ben, généralement le prix des actifs, que ce soit les matières premières et que ce soit donc les actifs immobiliers, donc généralement est on va dire très bon marché au Brésil. Et quand c'est le contraire, c'est-à-dire quand les monnaies des pays développés, des pays industrialisés sont relativement faibles, donc on va avoir beaucoup d'exportations en direction donc, des pays émergents, notamment du Brésil. Donc là, à ce moment-là, ça va être donc le cycle contraire, et donc là on va avoir une monnaie donc, brésilienne qui elle va se valoriser, et aussi les actifs immobiliers au Brésil qui eux aussi vont se valoriser avec le prix donc, des matières premières. Donc ça aussi c'est très important à observer quand on décide d'investir au Brésil, pour savoir se positionner justement dans le bon cycle et pour savoir adopter sa stratégie donc d'investissement. En dehors donc des cycles, si on prend vraiment une analyse sur long terme, puisque bon, il y aura toujours des cycles haussiers et baissiers au Brésil et de partout dans le monde, puisque l'économie est basée sur des cycles, donc ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, malgré cette volatilité, si je puis dire, l'ensemble des actifs immobiliers au Brésil donc, continuera à se valoriser donc, sur le long terme. Donc, pareil, hein, on va dire sur un plan macro, ce qu'on peut observer aussi en ce moment, c'est que il y a toujours une baisse considérable donc, des taux d'intérêt, donc à savoir que le coût du capital au Brésil est relativement cher, et malgré ça, on a quand même depuis quelques années justement une baisse significative donc des taux d'intérêt, et on a aussi également un rallongement donc de la durée des emprunts. Donc ça aussi c'est une tendance qui va favoriser l'investissement immobilier donc sur le long terme. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je sais que en France par exemple dans les années 80, le coût du crédit a été beaucoup plus cher qu'il est aujourd'hui, et justement par contre les prix de l'immobilier étaient relativement bas aussi. Donc en fait, coût du crédit cher, coût du capital cher, prix de l'immobilier bas, en fait c'est exactement la même conjoncture que le Brésil actuellement, donc à savoir qu'on a des prix d'immobilier qui sont relativement bas, donc ils vont continuer à valoriser. Par contre, on a un coût du capital qui est relativement élevé. Donc plus le temps va passer, plus ce qui va se passer, c'est que le coût du capital, lui, va réduire, le coût du crédit va réduire, et les prix de l'immobilier, lui, eux, ils vont augmenter. Donc pour justement effectuer cette compensation. Donc
En analysant donc l'ensemble de ces facteurs et justement en se référant à cette tendance de fond, si je puis dire, donc on peut affirmer justement que les prix de l'immobilier au Brésil vont continuer à grimper, et donc ça pendant une longue période. Après, si on regarde et on fait une analyse en comparaison avec les pays donc, étrangers, ils sont encore vraiment bas, les prix de l'immobilier au Brésil sont encore véritablement bas. Donc, pour avoir un ordre d'idée, le prix du mètre carré moyen d'un immeuble neuf à São Paulo, aujourd'hui, il est aux alentours des 3000, entre 3000 et 3500 dollars. À New York, il est aux alentours des 16 000 dollars. À Paris, il est aux alentours d'environ donc des 10 000 à 13 000 dollars. Et à Lyon, entre 4 000 et 5 000 dollars. Donc, un rattrapage, et donc, on va dire, va se réaliser. Donc, c'est, on va dire, d'autant plus justifié par le fait que le Brésil aujourd'hui fait partie donc, des grandes puissances donc, de ce monde. Hein. Donc aujourd'hui, c'est une économie qui est relativement importante, et qu'en parallèle de sa croissance économique, le niveau d'infrastructure va s'élever justement pour pouvoir atteindre des standards occidentaux. Donc il va y avoir une augmentation donc, du niveau d'infrastructure, une augmentation du prix des actifs immobiliers, donc pour pouvoir justement atteindre ces standards occidentaux. Pourtant, donc, malgré cette conjoncture, on va dire, plus que favorable, donc certains candidats ou certains, on va dire, éventuels investisseurs se posent toujours la question aussi également, donc une question qui revient souvent, c'est le risque justement le risque d'éclatement d'une bulle immobilière, d'une bulle spéculative au Brésil. Bon. Même si donc une bulle, hein, comme une bulle immobilière, comme il s'est passé donc, pendant la crise des subprimes aux États-Unis, donc, et après qui s'est répandu sur l'ensemble du territoire européen. Donc même s'il s'agit en fait d'une interrogation qui est tout à fait légitime, donc il est quand même imprudent de comparer la situation occidentale avec celle du marché brésilien. D'ailleurs, donc, il y a un économiste qui est très connu et renommé en ce moment au Brésil, qui est Ricardo Amori, a réalisé donc une récente étude donc, qui est basée sur l'ensemble de toutes les crises immobilières mondiales, donc depuis les années 1900 jusqu'à nos jours. En gros, il a comptabilisé plus de 98 crises, non, plus de 98 crises exactement, et en fait, sur ces 18 crises, en fait, toutes les crises, en fait, elles possèdent toutes les mêmes caractéristiques. Donc, savoir, c'est on va dire, un surendettement supérieur à 50% donc, du PIB, et un énorme effet de levier, donc à savoir un effet de levier qui est complètement disproportionnel à la capacité donc, de financement des banques et des institutions financières. Donc, en effet, hein, si on regarde bien la crise immobilière américaine, qui s'est répandue sur la crise immobilière européenne. Donc c'est une crise qui a été causée principalement par un système financier qui est complètement défectueux, qui est en fait basé exclusivement sur la spéculation et sur le concept justement de l'effet de levier. Donc c'est quoi ce concept de levier? En fait, d'effet de levier, c'est en fait c'est un concept, si je puis dire, qui correspond au ratio entre les capitaux propres d'une banque et sa capacité de prêt. Donc plus l'effet de levier il est important, et plus les risques encourus le sont également. Donc pour que vous ayez un ordre d'idée, avant la crise donc, de 2008, donc, il y avait du crédit à tout va, et la moyenne des lancements immobiliers aux États-Unis, elle était d'environ 10 fois supérieure à celle du Brésil. Les banques américaines, en fait, elles possèdent une capacité de financement qui est complètement exagérée, qui est complètement disproportionnelle, hein, puisqu'en gros, elle est de 50 à 60 fois la taille de leurs capitaux sous gestion. Donc en gros, une banque américaine qui a un capital de 100 millions de dollars, bien évidemment, une banque américaine elle a un capital sous gestion qui est beaucoup plus important que ça, mais c'est pour imaginer, c'est pour que vous puissiez comprendre. En fait, une banque
américaine qui aurait en fait on va dire un montant de 100 millions de dollars, elle pourrait en fait créer donc des lignes de crédit qui pourraient aller jusqu'à 6 milliards de dollars. Donc en fait c'est complètement disproportionnel et surtout c'est complètement dangereux pour le système tout entier car en fait ça multiplie considérablement les risques de collapse et qui vont pouvoir se déclencher à n'importe quel moment à cause justement de la mauvaise qualité des portefeuilles de créances. Justement, le problème du subprime, c'est-à-dire on donne du crédit à tout le monde, on fait aucune vérification pour savoir si la personne possède réellement les capacités de financement et justement on met en danger tout le système puisqu'il suffit que les personnes s'arrêtent de payer à cause justement d'une hausse des taux d'intérêt. Généralement c'est comme ça que ça fonctionne puisque c'est derrière la Fed, la Banque Centrale Américaine qui dirige le tout. Hein. Bon bah ça sera l'occasion de faire une autre vidéo pour pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne, l'économie mondiale sur un plan macro, donc l'augmentation et la diminution de la masse monétaire, qu'est-ce que ça génère concrètement dans l'économie. Bon bref, ça sera, comme je vous le disais, l'occasion de faire une autre vidéo. Donc pour revenir justement sur le financement, il faut savoir qu'au Brésil, la Banque centrale, en fait, elle autorise les banques commerciales à une capacité seulement de 6 fois la taille de leurs capitaux sous gestion, donc entre 50 et 60, donc par rapport aux États-Unis, et seulement 6 fois la taille de leurs capitaux sous gestion au Brésil. Donc il y a quand même une réalité qui est complètement différente. Et donc l'émission de prêt au Brésil, en fait, elle correspond réellement à la capacité, à la réalité patrimoniale des banques et à leur réelle capacité de financement. Donc en fait, les banques brésiliennes sont beaucoup plus solides que les banques européennes, que les banques américaines, puisqu'elles ont une beaucoup plus grande capacité à couvrir le risque. Bon, il y a beaucoup moins, justement, il y a beaucoup moins de leviers, donc il y a beaucoup moins de leviers, donc il y a beaucoup moins de risques. De plus, en fait, au Brésil, les critères donc, de distribution de l'offre de crédit sont complètement différents qu'en Europe ou que d'ailleurs dans le monde ou aux États-Unis, puisque par exemple dans le cas donc, des crédits hypothécaires, les banques brésiliennes elles exigent en fait que le montant d'emprunt il reste inférieur à 80% de la valeur du bien, ça peut aller des fois jusqu'à 70%. Donc ça veut dire que quand on va acheter un bien immobilier au Brésil, il faut qu'on verse un acompte de minimum 20 à 30% de la valeur du bien. Donc ça déjà c'est un impératif et si vous n'avez pas cet acompte, malheureusement vous ne pouvez pas être candidat à l'acquisition d'un bien au Brésil. Donc ça réduit considérablement les risques. Aussi au Brésil, ce qu'il faut comprendre, c'est que les émissions de prêts hypothécaires, ça représente seulement 5% du PIB, donc ce qui est complètement, on va dire ségoule, comme on dit ici. Donc c'est-à-dire qu'elles ne s'exposent pas beaucoup, elles ne se mettent pas trop en danger, les banques brésiliennes. Ça quand même démontre une certaine, on va dire, une certaine solidité. Puisque, en comparaison, hein, comme je disais tout à l'heure, aux États-Unis, en Europe, aux États-Unis, on atteint des fois plus de 70% de la valeur du PIB, donc ce qui est énorme, et en Europe, c'est aux alentours des 40, voire 50%. Donc, du PIB, sur les émissions d'emprunts hypothécaires. Donc c'est quand même la réalité brésilienne est complètement, on va dire, différente. Le marché, on va dire, le système financier brésilien est beaucoup plus solide. Et aussi, donc d'un côté, ce qui favorise aussi justement la solidité du système financier brésilien, c'est que la durée moyenne des emprunts au Brésil, elle est de 10-15 ans, alors qu'en Europe, elle est 25-30 ans, et aux États-Unis, elle atteint des fois donc 50 ans. Donc, on va dire des durées d'emprunt qui sont énormes, des effets de levier qui aussi sont énormes. Donc, on va dire un très grand danger pour l'immobilier européen, pour l'immobilier occidental en général, alors qu'au Brésil, c'est, on va dire, du robuste, c'est du solide. Voilà, donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est que la politique de financement brésilienne, elle vise quand même, tout de même, à améliorer les conditions de financement, puisque, comme je vous disais, dans les années 2000, il n'y avait pas de financement. Donc, celui qui voulait acheter de l'immobilier, il voulait
il fallait qu'il trouve des moyens de financement, ou il fallait qu'il, donc en dehors donc, du système financier, ou il fallait qu'il achète cash. Donc, on a quand même une amélioration donc, des conditions de financement, mais il faut se dire que le système financier brésilien, il contrôle rigoureusement tout le processus, et de cette manière, il réduit considérablement les risques de crise financière donc, dans son économie. Donc voilà. Ça aussi, c'est encore un bon point pour le Brésil. Néanmoins, même si toutes les conditions en fait, sont réunies pour pouvoir investir au Brésil, hein, puisqu'on fait cette analyse qui est une analyse qui est relativement bonne, une conjoncture qui est relativement bonne, et donc dans l'ensemble, on a une bonne conjoncture par rapport au système financier, on a une bonne conjoncture puisqu'on sait que les prix de l'immobilier au Brésil vont continuer à grimper par rapport à ce déficit et par rapport à ce nombre d'offres. Il faut quand même, on va dire, se situer par rapport au Brésil. Il faut garder en fait en tête que le Brésil, c'est un pays immense, donc un pays à taille continentale, qui fait environ donc, 2 fois la superficie de l'Europe, et qui fait environ de 16 à 17 fois la superficie de la France. Il faut garder en tête que chaque région au Brésil possède, on va dire, sa propre autonomie, possède son propre rythme de croissance, et donc il existe, on peut dire, au Brésil, donc des marchés dans le marché. Donc les personnes qui appréhendent le marché immobilier brésilien, donc moi je vois beaucoup de gens, on va dire, qui parlent du marché immobilier brésilien, moi je me marre, puisque, on va dire, on ne peut pas parler du marché immobilier brésilien d'une manière globale, puisqu'il existe plusieurs marchés dans le marché, il existe plusieurs régions, entre, par exemple, le sud et le nord, le nord-est, donc il y a une sacrée différence, entre les villes et les régions métropolitaines, il y a une sacrée différence, entre les intérieurs et certains villages, il y a une sacrée différence, donc il existe divers marchés dans le marché, et donc en fait, il faut vraiment avoir une analyse macro, mais il faut aussi avoir vraiment, de manière fondamentale, il faut aussi avoir une vision micro, donc à savoir par rapport aux régions, par rapport aux endroits où vous allez vouloir investir. Donc, d'une manière générale, on peut dire que le nord et le nord-est du pays, vu qu'ils se sont, en fait, ces régions-là se sont développées beaucoup plus rapidement que le sud du Brésil, donc elles vont connaître une croissance beaucoup plus forte hein, que la moyenne nationale, donc une croissance qui va se perdurer pendant plusieurs décennies. Donc on sait que pendant, on va dire, les 10, 20 ans, voire 30 ans à venir, on sait que les actifs immobiliers de ces régions, donc nord-nord-est, se valorisera beaucoup plus que ceux du sud. Pourquoi? Parce que justement, on a une énorme perspective de croissance devant nous et il y a des énormes déficits, notamment donc des déficits infrastructurels. Donc, sur, on va dire, un plan encore plus macro, on sait que 40% des terres encore cultivables dans le monde se situent au Brésil. Donc ça, c'est un facteur qui est super important, à savoir que en raison justement de la demande mondiale en aliments et en matières premières, ces régions, en fait, c'est elles qui vont être le plus impactées sur leur actif immobilier. Pourquoi? Parce que c'est dans ces régions où se trouvent justement ces terres cultivables. Donc ces régions, ce sont les municipalités rurales, en fait, hein, de environ 30 000 à 200 250 000 habitants. Et donc on peut dire que durant les prochaines 30-40 années, donc ces 100 régions-là qui vont voir l'ensemble de leurs actifs, hein, en général leur actif immobilier, donc le foncier, qui vont se valoriser donc, durant les 30 prochaines années. Donc, pour faire un résumé, donc le Brésil, c'est un pays énorme à taille continentale qui possède donc des fondamentaux très sains pour y investir, où, comme je vous le disais, il existe des marchés émergents au sein de son propre territoire. Et donc, entre un village situé au cœur de l'Amazonie et une ville comme São Paulo, ce cycle de développement est de pratiquement plus de 1000 ans. Donc ça offre
des perspectives de croissance fantastiques hein, pour les investisseurs qui ont justement une bonne compréhension de cette dynamique, de la dynamique du marché brésilien, qui vont se positionner dans les bonnes régions et surtout en amont des nouveaux cycles de valorisation. Donc, le Brésil, donc c'est une terre d'opportunité, donc c'est une terre d'investissement. Il faut tout de même comprendre son mécanisme, il faut comprendre ses marchés. Il faut savoir aussi se positionner sur le long terme donc, et comprendre, on va dire, comprendre les cycles. C'est-à-dire que si vous voulez sortir, il faut choisir le cycle opportun, puisque il ne faut pas faire comme tout le monde, comme tous les moutons. C'est-à-dire, en fait, cette tendance de suivi, en fait, on voit qu'il y a des gens qui ça, c'est un phénomène classique en économie. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à investir, ils commencent à gagner de l'argent, ils commencent à gagner de l'argent, et puis ça nous incite à investir. Bon, bref, ceux qui ont gagné de l'argent, ça veut dire qu'ils sont déjà arrivés à une certaine courbe de valorisation. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que si on vient après tout le monde, on va récupérer que les miettes. Donc, il faut savoir se positionner dans les cycles opportuns. Et les cycles opportuns, c'est en ce moment. Pourquoi? Parce que le réal, il est super dévalorisé par rapport aux monnaies étrangères comme l'euro et comme le dollar. On sait qu'il y a une grande crise qui se prépare en Occident, donc je ne sais pas d'où elle va partir cette crise, elle va partir donc de l'immobilier aux États-Unis de nouveau, ou de l'immobilier au Canada. L'immobilier ou aux États-Unis ou au Canada, l'immobilier au Canada, je m'y intéresse à la question donc, depuis quelques temps, je vois que les prix sont complètement boostés, donc il y a une montation, donc une montation de la dette, les prix sont super valorisés, c'est catastrophique puisque la capacité d'emprunt elle est complètement disproportionnée, donc il y a toute on va dire une série de signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui va se préparer donc en Occident. Je ne sais pas d'où ça va partir cette crise, mais réellement il y a une crise. La Fed, donc la Banque centrale américaine, a annoncé donc l'année dernière donc une mise sur le marché donc de plus de 4500 trilliards de dollars, donc d'émissions donc de bons du Trésor, donc des bons qui vont être rémunérés au-dessus donc de l'inflation, donc des bons qui vont être rémunérés au-dessus de l'inflation. Donc ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, on va avoir donc une réduction donc de la masse monétaire, puisque les investisseurs vont préférer donc acheter ces bons du Trésor. Donc l'argent va sortir de l'économie réelle pour pouvoir remplir les coffres de la Fed. Donc on va assister justement à une réduction donc, de la masse monétaire, on va assister à une augmentation des taux d'intérêt américains et une augmentation notamment du dollar. Donc le cycle occidental, il arrive à sa fin, et donc, vu que le cycle occidental arrive à sa fin, donc le cycle brésilien, lui, il est à son début. Donc, c'est justement par rapport à la bonne lecture de ce cycle, vous allez comprendre que c'est le moment d'investir au Brésil. Voilà. Donc, j'espère avoir été justement suffisamment clair dans mes explications, et je vous ferai une autre vidéo sur un autre sujet, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.